مرحبا بكم الناس الكل عسلامة في الرواق الأزرق لو بافيون بلو. هذا الاسباس ان اسباس اللي هو il héberge, il accueille des activités culturelles et des débats et des conférences. Donc اليوم احنا في cadre نتاع une des conférences اللي ينظمهم الرواق الأزرق. الرواق الأزرق c'est aussi une plateforme مشاركين فيها طلبة وأساتذة يخدموا مع بعضهم باش نجموا ناخذوا هالوقت هذايا باش نفكروا مع بعضنا شويه ونتثقفوا شويه مع بعضنا. Donc c'est de la culture générale, c'est de la culture essentielle, c'est aussi un complément pour la formation des étudiants et un moment d'échange تبادل المعارف. اليوم باش نشكر ساعه اول حاجه باش نشكر بوفي اللي عطاتنا لي بوف اليوم واللي كان مش هي اليوم راهو ما لقيناش وين نقعدوا. اسيا شكرا ميرسي بوكو. اليوم نستضيفوا مهدي العش. مهدي العش هو قانونجي كما نقولوا ان جوريست. دونك فوز ان جوريست قريت في حقوق وعملت عامين في منظمه اسمها بوصله بتدخل راكم تعرفوها اللي تخدم برشا على التشريع وعلى طريقه صناعه التشريع والقوانين في تونس. اكطوالمون برشا من الاكتيفيتي نتاعها نتصور راهي على خاطر مجلس النواب واقف، لكن بوصله خدمت برشا على القوانين في المدن اللي تعديت الكل. ومن بعد دونك عملت عامين في بوصله ومن بعد مشيت الليجل اجندا اللي هو نجم نقولوا ميديا الترناتيف المفكره القانونيه. عندهم موقع انترنت ينشروا فيه مقالات وبحوث، وعندهم الجريده هذيا المفكره القانونيه اللي صدر فيها مقال لمهدي اسمه الاصلاح الجبائي اداه لتفعيل حقوق الانسان، الحق في السكن نموذجا. وهذا اللي كان خلينا نقولوا الى اتيري لاتونسيون تاع البافيون بلو على خاطر القضيه تاع السكن. رغم اننا نقراو في ليكول داركتيكتور ونقريو في ليكول داركتيكتور، لكنها عموما الاشكاليات المتعلقه بالسكن غالبه نوعا ما على خدمتنا وعلى قرايتنا، وما ننظروش للسكن ديما كحق مطالبين ان نوفروه للمواطنين وللناس على مستوانا كمهندسين، لكن زاده ان ندافعوا عليه ونحاولوا نعرفوا به اكثر في وسط المجتمع نتاعنا وقدام لي ديسيدور، معناها الناس اللي تاخذ القرارات اللي تهمنا والسياسات العموميه اللي المفروض انها تحقق الحقوق هذيا. مانيش باش نزيد نطول اكثر، باش نعطيك الكلمه مهدي، تفضل مرحبا بيك. ومن بعد عندنا برشا اسئله نتصور. عايشك. Merci Leïla et merci à vous toutes et tous d'être présents et présentes, aussi nombreuses et nombreux. Et ça me fait plaisir d'être là et bon, ça me rappelle aussi ma jeunesse, il y a des années quand j'étais à la fac, c'est très bien ce que vous faites. Alors, comme a dit Leïla, donc, quand j'ai travaillé sur le droit au logement, l'angle de départ, c'était la réforme fiscale. On faisait un numéro sur la fiscalité, sur l'injustice fiscale, d'ailleurs que vous pouvez récupérer et lire, il est disponible. Et je voulais montrer à travers l'exemple du droit au logement qu'une réforme fiscale est un outil très efficace avec lequel on peut mettre en œuvre les droits humains. Et le meilleur exemple pour moi était le droit au logement. Alors ça, c'était il y a un an pratiquement, c'était en mai 2021 je pense. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé, et politiquement, comme vous le savez. Et du coup, j'ai pensé à changer un tout petit peu l'angle de départ de la problématique du droit au logement, pour me demander avec vous, est-ce que le droit au logement, c'était l'angle mort de la démocratie tunisienne? Est-ce que cette démocratie qui est aujourd'hui menacée, pour ne pas dire autre chose, est-ce que c'était aussi à cause de ça? Parce qu'elle a complètement oublié la question sociale, et notamment la question du logement. On va partir donc de la démocratie. Est-ce que c'est une démocratie qui agonise? C'est clair que l'édifice constitutionnel qui a été imaginé et promulgué en 2014, il est aujourd'hui en train de s'écrouler. Est-ce que ça veut dire que toute la démocratie va s'effondrer avec? On ne sait pas encore, mais il y a des craintes. Pourquoi je pars de là? Parce que très souvent dans le débat public, on attribue cette faiblesse de la démocratie aux contradictions de la Constitution, à l'aspect institutionnel, il n'y a pas eu de cours constitutionnel, à peut-être des aspects politiques, les populismes de droite, l'islam politique, etc., etc., etc.
Alors que pour moi, le facteur le plus déterminant, c'était l'absence de bouclier social. C'était le fait que cette démocratie-là, elle n'a pas réussi à se constituer une classe sociale qui lui est redevable, parce qu'elle bénéficie de cette démocratie, et donc qui soit prête à la protéger lorsqu'elle devient menacée. D'où, pour moi, le talon d'Achille de la démocratie tunisienne, c'était l'absence de contenu social. Pourtant, c'était la revendication majeure de la révolution. Vous savez qu'actuellement, ça devient très courant d'opposer la transition démocratique le 14 janvier à la révolution le 17 décembre. Et parce que la révolution, ça symbolise les régions de l'intérieur, la périphérie, la revendication sociale, alors que la transition démocratique, elle a complètement oublié tout ça. Et elle a détourné la révolution au profit des élites, des villes côtières, etc., et de leurs revendications politiques démocratiques. Je dis ça parce que je vous invite à ne pas tomber dans cette opposition binaire. Parce que la révolution, ce n'était pas seulement 17 décembre, 14 janvier. Il y a tout un processus qui a fait que la question sociale, la question des régions de l'intérieur, migre petit à petit et se confond avec la question démocratique. Et le moment phare, c'était le 14 janvier. Et puis, parce que la démocratie, elle est censée donner au peuple son mot à dire dans les politiques publiques. Et quand on dit donner au peuple son mot à dire, c'est que les intérêts du peuple doivent être défendus dans une démocratie. Ce qui n'a pas marché dans la démocratie tunisienne, ce n'était pas ses aspects juridiques, institutionnels, etc. Mais le fait que c'était une démocratie où le clivage socio-économique, qui est structurant dans toutes les démocraties du monde, il était complètement absent en Tunisie. Donc le problème politique était que ce clivage-là entre possédants et travailleurs, entre classes sociales, entre groupes sociaux, pour ne pas prononcer le nom classe, il était complètement absent en Tunisie. Il y a eu le clivage islamisme-modernisme, récemment le clivage intégrité-corruption, mais pas le clivage social. Pourtant, donc encore une fois, la révolution, c'était certes contre l'autoritarisme, pour les libertés, etc., mais c'était principalement d'abord une révolution sociale, contre un système arrivé à saturation, une panne de l'ascenseur social, bien sûr le chômage et la perte de perspective pour les jeunes, le capitalisme de copinage où la famille et les gens proches contrôlent une bonne partie de l'économie et de ses profits, bien sûr le déséquilibre entre les régions dans le développement, et puis la démission, et ça on va le voir particulièrement quant au droit au logement, la démission progressive de l'État de ses obligations sociales. On avait une sorte d'État-providence, imparfait certes, mais il y avait une sorte d'État-providence qui a été progressivement démantelée. C'était donc une révolution de la dignité. Et cette valeur centrale, qui est la dignité, d'abord ça englobe la liberté. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de dire révolution de la dignité et de la liberté. La dignité est déjà une valeur qui contient la liberté. Et puis dans la dignité, on trouve d'abord et avant tout le droit au logement. Parce qu'il n'y a pas de dignité quand on est mal logé. Le droit au logement est une condition fondamentale de la dignité humaine. Et donc, on a souvent réduit la question sociale de la révolution aux deux slogans forts qui sont le chômage et le chômage des jeunes diplômés en particulier, et la question régionale. Je pense de mon côté que le désespoir des jeunes ne se limitait pas à la question du chômage. C'est-à-dire que cette inégalité générationnelle qui a aussi fait la révolution et qui s'est accentuée par la suite, on la trouve aussi dans la crise du logement. Pourquoi ? Parce que peu à peu, il y a eu, et on va voir par la suite que ça coïncidait aussi avec 2010, avec l'année de la révolution. Peut-être que je fais de la spéculation, mais pour moi en tout cas, la question du logement était présente, même si implicite, mais elle était présente dans la révolution. Pourquoi ? Parce que 2010, ça représente un moment de saturation foncière dans les grandes villes. Il y avait une politique qui s'est essoufflée, qui montrait ses limites. Il n'y avait plus de terrain disponible. Les terrains donc deviennent beaucoup plus chers. L'accès au logement devient très cher, devient très difficile et devient l'apanage des classes favorisées. De l'autre côté, la population pauvre, on va voir quelle stratégie elle a dû suivre pour avoir son droit au logement. Et puis la question intéressante, c'est que quand on dit que ça devient difficile le logement dans les grandes villes, ça veut dire que l'emploi d'un côté
et l'accès au logement de l'autre était inversement proportionnel, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que dans les régions de l'intérieur, dans les régions rurales, il est relativement plus facile d'acquérir un terrain ou de construire un petit logement, mais c'est tout à fait impossible d'avoir un travail, de l'emploi. Et donc, ou rester, pouvoir peut-être, si on a quelques moyens, construire un logement, mais sans travail, ou alors migrer vers les zones urbaines, et là, la question du logement devient tout à fait difficile. Un toit, c'est un droit. Il faut toujours le rappeler, c'est un droit humain. Qu'il soit reconnu ou pas, ça ne change pas le fait que c'est un droit. Alors, il est reconnu dans plusieurs instruments internationaux, parfois d'une façon explicite, parfois d'une façon implicite, et lorsqu'il est reconnu, ça c'est très important, il devient opposable devant les tribunaux. Opposable contre l'expulsion, c'est-à-dire que si une famille, par exemple, locataire ou dans une situation qui se trouve expulsée de son domicile, elle peut faire valoir ce droit devant les tribunaux. Ça, on le voit malheureusement pas en Tunisie, mais dans d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de... Et surtout en Afrique du Sud, il y a un droit d'accès au logement social. Il y a des arrêts de tribunaux qui obligent l'État à construire des logements sociaux pour les individus qui en ont besoin. Quand on dit droit au logement, il ne faut surtout pas le confondre avec l'inviolabilité du domicile ou le droit de propriété. Ce sont des droits à liberté qui exigent de l'État qu'il ne viole pas cette liberté, c'est-à-dire qu'il ne vient pas porter atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile ou au droit de propriété. Le droit au logement, c'est autre chose. C'est un droit créance. Et quand on dit un droit créance, c'est que ça nécessite une action positive de l'État qui vienne mettre en œuvre ce droit. On ne demande pas à l'État juste de respecter le droit en n'agissant pas, ou en ne pas agissant, mais de le mettre en œuvre, c'est-à-dire de dépenser, de faire des politiques publiques qui puissent garantir ce droit. Et ça passe par des législations, mais surtout par des moyens financiers. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le droit au logement oblige l'État à construire des logements pour toute la population. Non, ce n'est pas ça. Nulle part dans le monde d'ailleurs. Mais le droit au logement, et retenez bien cette idée s'il vous plaît, le droit au logement, on le concrétise en faisant en sorte qu'il y ait une offre de logement compatible avec les besoins du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la plupart de la population puisse accéder au droit au logement, et la partie qui est incapable, par insuffisance de moyens financiers, d'accéder au droit au logement, eh bien, pour cette partie-là, la plus vulnérable, on doit construire des logements sociaux. On va voir que la Tunisie a été complètement défaillante dans ces deux aspects. Alors, quand on dit un toit, c'est un droit, pas n'importe quel toit. Un droit au logement, il y a des conditions pour qu'on puisse parler de logement. Et surtout de logement convenable ou de logement décent. Sans être lent, voilà, c'est des critères qui sont identifiés par l'ONU Habitat. Il y a les sécurités d'occupation, c'est-à-dire notamment la protection contre les expulsions forcées. Il y a l'existence de services, d'installations, d'infrastructures, etc. Ça, c'est extrêmement important. Sans eau potable, assainissement, énergie, il n'y a pas de droit au logement, si on a juste un toit sans accès à ces services-là. Et puis la capacité de paiement, parce que si un logement coûte à une famille beaucoup d'argent au point de ne pas pouvoir dépenser sur l'éducation, la santé, etc., c'est que le droit au logement n'est pas garanti. Il ne faut pas que ce soit trop cher. Et puis il y a la question de l'habitabilité, la salubrité, etc., de l'accessibilité, notamment, encore une fois, l'attention doit être pour les groupes les plus défavorisés et marginalisés. Et puis l'emplacement aussi, parce que, encore une fois, il doit être à proximité des possibilités d'emploi. Donc le fait que le droit au logement soit plus ou moins possible dans les régions rurales, alors qu'il n'y a pas d'emploi, eh ben, ça veut dire qu'il n'est pas garanti. Il doit aussi être loin des zones polluées et dangereuses, ça c'est un autre problème, malheureusement on n'a pas le temps pour en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu après la Révolution? Donc il y a eu cette constitution de 2014. Eh bien, ce qui choque dans la constitution de 2014, c'est qu'elle ne consacre pas explicitement le droit au logement. Pourquoi ça choque? Parce que d'abord, beaucoup de constitutions dans le monde consacrent le droit au logement, ça n'aurait pas été une exception. Il y a plus de 70 constitutions qui le consacrent, des pays développés mais aussi des pays semblables à nous. Il y a l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Finlande, le Maroc, l'Afrique du Sud. Il y a plein de pays qui consacrent explicitement le droit au logement.
C'était pas le cas de la Constitution de 2014, chez nous, qui était pourtant assez généreuse en termes de droits sociaux. Il y a plein de droits sociaux, environnementaux, culturels, etc. dans la Constitution. Et c'était bel et bien une des meilleures constitutions du monde dans le chapitre droits et libertés. Par contre, la question du logement, le droit au logement était totalement absent. Et ça reflète quand même un état d'esprit des élites qui gouvernaient, qui ne voyaient pas ce droit au logement. Et c'est pour cela aussi que j'ai choisi l'idée d'angle mort de la démocratie. Alors, on peut dire néanmoins qu'on peut le déduire de l'article 21, qui dit que voilà, l'État doit assurer aux citoyens et citoyennes les conditions d'une vie digne. Et comme on a dit, il n'y a pas de dignité sans droit au logement. Et qu'en France, justement, où le droit au logement n'est pas explicitement reconnu, il a été déduit aussi de dispositions semblables, comme objectif à valeur constitutionnelle, de notion de dignité et de moyens d'existence. Ceci dit, ça reste une lacune majeure de la Constitution de 2014. Mais comme on vient de le dire, donc, le droit au logement ne doit pas seulement être reconnu textuellement, il doit être mis en œuvre. Donc il y a un besoin de politiques publiques qui mettent en œuvre ce droit au logement. J'ai choisi quelques exemples de politiques publiques qui puissent garantir le droit au logement pour pouvoir évaluer l'action de l'État. Pas seulement depuis 2011, mais surtout avant, parce qu'on a malheureusement continué sur les mêmes choix, quant au droit au logement. Alors, il y a la question de construction du parc de logement. On va voir ce que c'est. Le secteur locatif aussi, parce que le droit au logement, ça ne veut pas dire que tout le monde soit propriétaire. On peut être locataire et bénéficier du droit au logement quand le système locatif garantisse le droit au logement, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a aussi la politique foncière, parce que c'est un élément fondamental dans la question du logement, l'élément foncier, les terrains, et puis le financement. Donc, à travers le parc de logement, le financement, le secteur locatif, la politique foncière, l'État va faire en sorte qu'il y ait une offre de logement accessible pour le plus grand nombre. Mais comme on vient de le dire, il va rester quand même une partie de la population qui n'a pas les moyens, même avec tous ces mécanismes-là, toutes ces politiques-là, d'accéder au logement. Et pour cette population-là, l'État doit construire des logements sociaux. Donc l'action de l'État doit s'adresser à ces deux logiques. Donc, faire en sorte que l'offre soit compatible avec les besoins du plus grand nombre possible de la population. Sinon, s'il y a quand même une partie qui ne puisse pas accéder au droit au logement, eh ben, l'État doit construire directement ou subventionner directement des logements pour cette population-là. On commence avec le parc de logement. Alors, si on compare le nombre de logements construits annuellement avec le nombre de nouveaux ménages constitués, de nouvelles familles constituées qui veulent avoir un logement, on va trouver que la courbe des logements est supérieure. Ce qui veut dire qu'a priori, on est dans une situation de surproduction. Il y a plus de logements que de besoins de logements, que de familles, que de foyers, que de ménages. Et donc, a priori, selon la loi de l'offre et de la demande, ça doit aller, puisque nous avons plus de logements que de familles, et ben, tout le monde devra trouver son compte. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, il y a un chiffre qui est quand même choquant, qui est près de 600 000 logements vacants en 2014. C'est-à-dire, on continue de construire des logements, mais très souvent, c'est des logements vides. Et pourtant, on a plein de familles dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une inadéquation totale entre l'offre et la demande en matière de logement. On va voir pourquoi. Qui construit des logements? C'est trois acteurs. Il y a les promoteurs immobiliers, donc le secteur privé. Il y a les opérateurs publics, l'État, les entreprises publiques. Et puis il y a l'autoconstruction, c'est-à-dire la famille qui veut avoir un logement, et ils construisent eux-mêmes leur logement. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? 75% des logements construits chaque année sont de l'autoconstruction. C'est-à-dire que c'est des familles qui construisent directement leur logement. La contribution de l'État est à 2%. C'est dérisoire. Donc l'État ne construit pas, pour dire les choses simplement. Et les promoteurs privés, c'est à 22%. On va aller plus en avant dans l'analyse. Ce que construit le secteur privé, les promoteurs immobiliers, c'est à 65% du haut et du très haut standing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'adresse à une petite classe sociale, la plus favorisée. Donc ça ne répond pas à la demande de la majeure partie de la population. Les opérateurs publics, comme on vient de le dire, c'est dérisoire, 2%, c'est rien du tout. Et puis c'est aussi souvent, et ça c'est une aberration, c'est souvent aussi du haut standing.
même les opérateurs publics qui sont censés construire des logements sociaux s'orientent vers le haut standing. J'ai mis HS parce que c'est haut standing et aussi hors sujet. Parce que ce n'est pas du tout le rôle de l'État de construire des logements haut standing. Et puis l'autoconstruction aussi, il y a un chiffre particulièrement intéressant. Selon les autorisations, les permis de bâtir, on voit que l'autoconstruction formelle, c'est-à-dire que lorsque des familles aillent vers la municipalité, constituent un dossier, demander une autorisation pour construire un logement en règle, etc., eh ben c'est en moyenne 3,3 pièces par logement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des familles aisées. Parce que sinon, on n'a pas du tout les moyens de construire une maison de 3 pièces ou de 4 pièces, etc. Donc là, cette moyenne-là veut dire que l'autoconstruction formelle, ça aussi, c'est les classes plutôt favorisées. Et donc, où doivent s'orienter les classes non favorisées qui ne trouvent pas leur compte dans le logement social, les opérateurs publics, ni dans les logements construits par des promoteurs privés, puisque c'est du haut standing, etc., ni dans l'autoconstruction formelle, parce que c'est au-dessus de leurs moyens, on va voir pourquoi. Eh bien, la réponse est claire, dans la formelle. Et donc, vous voyez, l'évolution, donc depuis 2006, donc on a en moyenne presque autant de logements informels nouvellement construits que d'autoconstruction formelle. Et si on suit l'évolution, alors, donc, ça c'est les logements formels et les logements informels de 2004 à 2013. Alors, on va voir surtout, après la Révolution, comment il y a eu c'était presque du moitié-moitié, parce que c'est normal, le recul de l'État, etc., la situation sécuritaire et tout, ça a fait que plusieurs familles vont directement construire leur logement, profitent de la situation juste après la Révolution. Mais il ne faut surtout pas avoir le logement spontané, l'habitat informel. J'aime pas l'appellation anarchique. Il ne faut surtout pas le voir comme un problème qui vient de la Révolution. Parce que c'est structurel. Même en 2004, en 2005, en 2006, nous avons près du tiers des logements nouvellement construits, autoconstruits, de l'autoconstruction, qui se faisaient dans l'informel. Malgré l'état sécuritaire, tout ce que vous voulez, l'état policier, eh ben, c'est un problème structurel. Ce n'est pas le résultat. Même si la Révolution a accentué ça, c'est attendu, en tout cas devant l'inaction et la non-prise de politique qui puisse garantir le droit au logement, mais c'est un problème structurel. Ça date d'avant la Révolution. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'habitat spontané? Alors d'abord, pourquoi c'est un problème? Parce que, rappelez-vous des conditions, des critères de logement décent, eh ben, l'habitat spontané ne répond pas à tous ces critères-là. Il peut y avoir une action par la suite pour améliorer l'accès aux services, etc. Mais au départ, il ne répond pas à ces critères. Ce qu'il faut faire avec l'habitat spontané, d'abord et avant tout, comprendre qu'il ne s'agit pas d'illégalisme à réprimer. Non. C'est une nécessité du marché. Quand les gens ne puissent pas accéder au droit au logement à travers les promoteurs privés, ni publics, parce que l'État ne construit plus, ni par l'autoconstruction, parce qu'ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ailleurs, et donc ils vont chercher dans l'informel. C'est une nécessité économique. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est réhabiliter l'existant. Il y a eu une action dans ce sens. Il faut pas, le tableau n'est pas tout à fait noir. Par exemple, le bilan des interventions de la rue, l'agence qui est responsable de la réhabilitation, entre 92 et 2007, c'est 708 quartiers et près de 300 000 logements informels qui étaient réhabilités. Est-ce que c'était par un souci social du régime de Ben Ali? Ben, probablement non. Parce que tout simplement, pour le régime, l'image comptait beaucoup et le discours de la légitimité des réalisations, etc., quand il y a des bidonvilles ou des logements dans une situation comme ça, eh ben ça mettait en contradiction quand même le récit du régime et donc il fallait corriger ça. Ceci dit, c'était quand même une bonne chose. Et puis il faut régulariser. Qu'est-ce que ça veut dire régulariser? Parce que c'était des logements sans titre de propriété, etc. Régulariser, c'est donner un titre de propriété à ces familles-là. Et ça ne donne pas seulement une sécurité juridique, et c'est très important la sécurité juridique. Ça transforme ce logement qui était informel en un capital économique qui peut affranchir cette famille-là économiquement
Parce qu'avec un capital comme un logement, on peut avoir un meilleur accès, par exemple, au crédit bancaire, etc. Et puis tout ça pour l'existant, mais il faut surtout, si on veut que ce phénomène recule et qu'il n'y ait plus d'habitat spontané, la solution c'est de s'attaquer aux sources, aux causes profondes. Et ça, on va le voir par la suite. Alors, on a parlé donc du rôle de l'État, des opérateurs publics, de la construction de logements. Eh bien, regardez-moi cette coupe. Ça, c'est la production de logements par la SNIT. La SNIT, c'est le principal opérateur public. Il y a aussi un autre opérateur, mais c'est marginal. La SNIT, c'est l'opérateur public par excellence. Eh bien, on voit le pic, c'était dans les années 70. Et on était dans une moyenne de... Ça, les chiffres, c'est tous les 4 ans, 5 ans. Et on était dans les années 70 à une moyenne de 20 000 logements par an, nouvellement construits. 20 000 logements. On est passé après à, dans les années 90 et 2000, à 1600. Les chiffres parlent. Et cette courbe-là, il y a des raisons à tout, et tout s'explique. Eh bien, cette pente-là entre 82-86 et 87-91, ça correspond à quoi? Je ne parle pas de Ben Ali et de 87, non, du plan d'ajustement structurel en 86. La Tunisie est allée au FMI après une crise des dettes. Et il y a eu un plan d'ajustement structurel qu'on a appliqué. Et depuis, tous les choix de la politique publique en Tunisie suivaient ces recettes-là, cette orthodoxie budgétaire-là. Et ben, ça s'est traduit en un recul, en un effondrement du rôle de l'État dans la question des logements, et en particulier des logements sociaux. La politique foncière. Ça, c'est l'élément le plus important dans la question du logement. Ce qu'on remarque, c'est que le secteur foncier est marqué par la pénurie et les prix excessifs. Les deux vont ensemble. Quand il y a pénurie, c'est l'offre et la demande, donc les prix augmentent. Eh bien, le rôle de l'État est très important, non seulement parce qu'il est législateur, il a la puissance fiscale, budgétaire, etc., mais en plus parce qu'il est propriétaire de la ressource foncière. C'est le premier propriétaire, l'État. Et donc, normalement, il devait utiliser son patrimoine à lui pour faire en sorte qu'il y a plus de terrain disponible, etc. Eh bien, devant la passivité et l'inaction de l'État, qu'on va voir par la suite, c'est la loi du marché qui prévaut. Et ici, la loi du marché a pris la forme du phénomène de rétention foncière. Qu'est-ce qu'on veut dire par rétention foncière? Ça veut dire qu'un propriétaire de terrain qui constate que les prix vont en augmentant, il n'a aucun intérêt à vendre son terrain, ou même à l'utiliser. Et donc, les gens qui ont de l'argent, ils concentrent la propriété des terrains, ils achètent de plus en plus de terrains, et ils les laissent comme ça. Ce qui fait que les prix augmentent encore et encore, et que ça devient encore plus difficile pour les autres d'acheter des terrains. Face à ça, donc l'État, on va voir qu'il est spectateur. Il ne fait rien. Ni pour augmenter l'offre de terrain construisible à travers son patrimoine, ni pour pousser les propriétaires à vendre leurs terrains. Ça, c'est une courbe des prix de vente des terrains produits par l'AFH. L'AFH, c'est le principal opérateur public en matière foncière. C'est l'Agence foncière de l'habitat. Eh bien, regardez comment les prix ont flambé et comment ils sont passés de 18 dinars le mètre carré dans les années 90, dans le début des années 90, à 219 en 2009. La révolution, c'était en 2010. Je dis rien. Et depuis, c'est resté dans cette zone-là. Donc, ça montre à quel point les prix ont flambé. On est passé de 18 dinars à 219, à 220. En l'espace de combien? Même pas 20 ans. On voit ça aussi dans l'évolution des coûts de logement de l'habitat individuel SNIT. Individuel, c'est-à-dire les maisons construites par la SNIT, non pas des immeubles. Eh bien, entre 2002 et 2013, donc en l'espace de 11 ans, dans la structure des prix du logement construit par la SNIT, le coût du terrain, donc le coût foncier, est passé de 7% à près de 20%. Donc l'augmentation des prix des bâtiments, des logements, c'est en premier lieu, avant tout,
à cause de l'augmentation du prix du foncier, donc des terrains. Et donc si on doit agir pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des logements disponibles pour le plus grand nombre, il faut avant tout agir sur la question foncière. L'État ne le fait pas. Alors, je vous ai dit que l'AFH, c'était le principal opérateur public. Qu'est-ce que fait l'AFH? L'AFH achète des terrains, les aménage, fait du lotissement et les vend. C'est simple. Et la spécificité de l'AFH, c'est que ce n'est pas un acheteur comme les autres. Il a des prérogatives particulières qui font que, parce que c'est un opérateur public, et donc il a une priorité à l'achat sur certains terrains dans certaines conditions, à travers notamment le périmètre d'intervention foncière. Donc l'État décide cette zone-là va être classée comme périmètre d'intervention foncière, et donc c'est l'AFH qui va la prendre pour faire des lotissements et donc offrir des terrains aux acheteurs. Et ce que fait aussi l'AFH, c'est que l'AFH vend au prix coûtant. C'est-à-dire que l'AFH, parce que c'est un opérateur public, ne cherche pas à gagner de l'argent. Donc, ce que coûte le terrain, l'AFH va vendre au prix de ce coût-là. Contrairement, bien sûr, aux opérateurs privés qui font de la spéculation. Alors, les chiffres. La moyenne des interventions de l'AFH, c'est 1700 lots par an. 1700. Donc, c'est tout à fait dérisoire. Ça représente 6% des logements autoconstruits annuellement. Donc, rappelez-vous que l'autoconstruction, c'est le mécanisme principal à travers lequel on construit des logements. Eh bien, 6% seulement de ces autoconstructions-là, autoconstruction formelle, on ne parle même pas de l'informel. Ça passe par des terrains acquis de l'AFH. Et donc, quand l'État est absent, c'est des opérateurs privés qui font du lotissement et qui vendent des terrains. Et donc, c'est seulement 11% des lots autorisés chaque année. Donc, les 89%, c'est des opérateurs privés qui font du lotissement. Le plus dangereux encore, le plus grave, c'est le phénomène des lotissements parasites. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'AFH prend une zone là, un périmètre d'intervention foncière, fait son aménagement, fait du lotissement, et quand l'AFH intervient, c'est des routes qui sont construites, c'est des services, et donc qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la valeur du terrain, énormément. Et donc, qu'est-ce qui se fait? Il y a les opérateurs privés qui viennent rapidement acheter les terrains avoisinants et faire de la spéculation foncière, parce que les terrains qui étaient peu chers, quand l'AFH intervient, deviennent beaucoup plus chers, et qui profite? Le secteur privé. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une raréfaction du foncier public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de terrain public. Où? Pas dans le territoire de la République. Non, on parle des abords des villes. Là où il y a une demande de nouveaux logements, parce que quand il y a une urbanisation et on doit construire de nouveaux logements, qu'est-ce qu'on fait? On s'élargit. On s'étend, voilà, exactement, on s'étend aux abords des villes. Eh bien, là, c'est le secteur privé qui a rapidement acheté les terrains avoisinant les villes, et donc l'État ne trouve plus où faire du lotissement. Et puis, il avait quand même un moyen, l'État, qui est les réserves foncières, les périmètres de réserves foncières. C'est autre chose, c'est pas le périmètre d'intervention foncière. Les réserves foncières, c'est des terrains que l'État achète, c'est des réserves qu'on laisse. Après, il y a un problème de conditions, parce que c'est seulement 6 ans renouvelables une seule fois, ce qui fait 12 ans, ce qui est trop peu pour les réserves. On va pas entrer dans ces détails-là, mais c'est un moyen qui a presque jamais été utilisé. Je pense qu'il y a une seule utilisation, Asphalt d'ailleurs. Et donc, il y avait quand même un moyen, imparfait certes, mais que l'État n'a pas utilisé. Et puis, il y a une mauvaise gestion des domaines de l'État, parce que l'État, quand même, a des domaines, peut-être pas dans les villes, dans les abords des villes, mais dans d'autres territoires. C'est quand même le principal propriétaire foncier. Et il pouvait tout simplement construire de nouvelles villes. Ça, on le voit ailleurs, mais pas en Tunisie. Et ça aurait pu être une solution à la question foncière. Donc il y a aussi la politique de financement. Qu'est-ce qu'on veut dire par politique de financement? C'est que ce logement-là, qui est au-dessus des moyens de la plus grande partie de la population, on va prévoir des mécanismes de financement qui puissent faciliter, pour les familles qui ont quand même des ressources, mais pas assez pour accéder au logement, qui va permettre à ces familles-là d'acquérir des logements. Pourquoi on doit faire des mécanismes comme ça? Parce que les crédits bancaires sont inaccessibles. Et ça, c'est un problème pas que pour le logement, c'est un problème majeur en Tunisie, dans l'économie tunisienne. Les crédits bancaires sont inaccessibles pour la plupart de la population.
Et même pour le reste, c'est très onéreux. On voit ça dans cette courbe-là. Le taux des bénéficiaires des crédits logements. Alors ça, c'est les déciles. C'est-à-dire qu'on va répartir la population tunisienne en déciles, 10 déciles, du plus pauvre au plus riche, pour dire les choses simplement. Et cette répartition en déciles, c'est très important parce que très souvent, quand on mesure l'inégalité, c'est à travers la comparaison des déciles, les déciles inférieurs, les déciles supérieurs, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, pour les 7 déciles les plus pauvres, les plus défavorisés, il n'y a presque pas d'accès. C'est au-dessous de 4%. Donc, c'est rien. Bien sûr, pour le premier et le deuxième décile, c'est même pas 1%. Donc, ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Même pour le décile supérieur, c'est 10%. Pourquoi c'est 10%? Parce que bon, pour le décile supérieur, souvent, ils n'ont pas besoin de crédit bancaire et que les crédits sont trop chers. C'est tellement onéreux qu'on préfère ne pas recourir aux banques. Autre chiffre qui va corroborer ce chiffre-là, c'est que dans l'autoconstruction formelle, les chiffres de 2013, moins de 10% des projets, autoconstruction formelle, c'est-à-dire donc les gens qui sont allés chercher des permis de bâtir pour construire leur maison, eh bien moins de 10% sont financés par des crédits bancaires. Eh bien ça correspond à ça. Donc, qui va chercher un permis de bâtir? C'est les classes les plus riches, en tout cas les plus favorisées. Eh bien, pour ces classes-là, le taux de crédit, les projets financés par des crédits bancaires, c'est 9,4% précisément. Et donc, c'est exactement ce qu'on a là. Donc, qu'est-ce que fait l'État pour résoudre ce problème-là? Il y a un mécanisme, le principal mécanisme, c'est le FOPROLOS. C'est le Fonds de promotion des logements sociaux. C'est un fonds financé par les salariés, c'est-à-dire que chaque salarié, il y a des exceptions, mais disons tous les salariés, il y a un prélèvement, une taxe, un impôt de 1% sur les salaires qui est destiné à financer un fonds pour aider les familles qui veulent acquérir un logement à avoir un crédit bancaire. Et donc ça prend la forme de crédit logement, mais pour qui? Pour ceux qui le financent, c'est-à-dire pour les salariés du secteur formel. Et donc, on va voir ça par la suite, ça exclut ceux qui ne sont pas dans le secteur formel. Le bilan de ce mécanisme-là, en 2021, nous avons un peu moins de 500 logements financés. 500. Je ne sais pas si vous voyez l'ordre de grandeur des chiffres, mais c'est totalement dérisoire. On parle de construction de 80 000 logements à peu près par an. Eh bien, 80 000, 500. Rien du tout. Pire encore, les dépenses en 2019, c'était 38 millions de dinars. Non seulement c'est rien, mais en plus, c'est rien par rapport aux recettes de ce fonds-là. C'est-à-dire que c'est un fonds, puisque c'est financé par l'impôt, 1% des salaires. Le dernier chiffre que j'ai trouvé sur les recettes, c'était de 160 millions, c'était en 2014, je pense. Donc, normalement, c'est, disons 170, ou en tout cas plus que 160, c'est parce que les salaires vont en augmentant. Eh bien, sur un budget annuel, disons, de 160 millions, donc milliards de recettes, qu'est-ce qu'on dépense? 38, rien du tout. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que 75%, donc autre problème, c'est que même ce fonds de financement-là, il est destiné à qui? Puisqu'il n'y a pas de construction de logements sociaux, parce que l'État ne construit plus, et que l'autoconstruction est réservée aux classes supérieures, encore une fois, parce que les autres n'y ont pas accès. Et donc 75% de l'intervention de ce fonds-là, c'est pour des logements construits par des promoteurs privés. Donc, encore une fois, du haut standing, etc. Donc, on est loin, très loin de la logique de l'habitat social. Il y a un autre programme qui a été initié en 2017, qui est le premier logement. Youssef Chahid l'avait fait à l'époque, le Maskan al-Awwal. L'objectif, c'était de permettre aux salariés de financer leur premier logement. Donc, les salariés qui n'ont pas de logement, on va leur permettre, à travers un fonds, de financer leur premier logement. Comment ça se fait? Donc l'État va couvrir sous forme de prêt la part d'autofinancement. Donc encore une fois, ils ne peuvent pas accéder aux banques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les banques réclament un autofinancement et les gens sont incapables d'avoir cet autofinancement-là, eh bien c'est l'État qui va donner cet autofinancement aux salariés
pour leur permettre d'avoir des crédits bancaires et donc de construire ou d'acheter des maisons. Alors, encore une fois, on a réservé à ce mécanisme une enveloppe de 200 millions de dinars. Qu'est-ce que ça fait 200 millions de dinars? Rien. Pire encore, on n'a même pas réussi à les dépenser. Alors, au départ, c'était autre trait caractéristique de la politique tunisienne en matière de logement, c'était réservé aux logements construits par les promoteurs immobiliers privés. Et donc, quelqu'un qui, pour profiter de ce mécanisme, il ne peut pas construire lui-même son logement ou acheter un logement d'un individu autre. Non, il doit passer par un promoteur privé. Donc, cela pose la question, est-ce que l'objectif était de consacrer le droit au logement ou tout simplement de résoudre une crise d'un secteur économique où il y a beaucoup plus de logements construits que de demandes, parce que les gens n'ont pas d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Après, bien sûr, il y a eu la polémique et tout. On a enlevé cette condition. Et par la suite, parce qu'on n'a même pas réussi à dépenser ces 200 millions de dinars, qui sont encore une fois dérisoires, on a assoupli encore plus les conditions en 2019. La grande question qui se pose, parce que ces deux mécanismes, le premier logement et le faux prolos, ça s'adresse aux salariés du secteur formel. C'est des mécanismes pour les salariés. Et donc, pour le peuple de l'informel, on fait comment? Pour les non-salariés, on fait comment? Alors, il y a eu un début de réponse dans la loi de finances 2018, où on a prévu un premier mécanisme. C'est la première fois que l'État tunisien pense à faire un mécanisme pour le peuple de l'informel pour qu'il accède au logement. C'est la première fois, en 2018. Donc c'était un fonds de garantie des crédits à l'habitat. Encore une fois, la logique, c'est leur permettre d'accéder aux banques. Parce que le problème de base, c'est l'inaccès aux banques, donc, en plus de la question foncière, bien sûr. Donc, on va faire en sorte qu'il y a un fonds de garantie qui va encourager les banques à prêter de l'argent aux gens de l'informel, parce que bon, les banques, elles exigent souvent que ce soit des salariés. Encore une fois, on a réservé une enveloppe de combien? De 50 millions de dinars. C'est-à-dire qu'on fait des mécanismes qui peuvent rien faire, tout simplement. Parce que quand on dit 50 millions de dinars, c'est quelques centaines de logements. Est-ce que ça va résoudre la crise ou consacrer le droit au logement? Bien sûr que non. On arrive aux logements sociaux, là où l'État est complètement démissionnaire. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un logement social? Un logement social, c'est un logement ou construit ou subventionné. Ça peut ne pas être construit directement par l'État, mais subventionné par l'État, ça revient en même. Deuxième condition, c'est que l'attribution de ce logement-là obéit à des critères particuliers. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande ou le premier arrivé, premier servi. Non, c'est des conditions. Il faut que ce soit des familles parce que, encore une fois, c'est une action en faveur des plus démunis, de ceux qui ne trouvent pas leur compte dans l'offre du marché. Ce qu'il y a eu, c'est que quand même, il y a eu donc un effort considérable dans les années 70 avec l'intervention de la SNIT, mais il faut remarquer quand même une chose, c'est que d'abord, l'intervention de la SNIT, ce n'était pas que des logements sociaux, donc les chiffres que vous voyez, les 20 000 logements par an dans les années 70, c'était pour la classe moyenne plus que des logements sociaux. Et puis, il y a aussi un problème qui reflète l'état d'esprit à l'époque, c'est que là où on a construit des logements sociaux, c'était dans la périphérie des villes. Et donc, c'est un problème de mixité sociale. Parce que les plus pauvres, on les met où? On les met dans la périphérie, ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, en France, et ça c'est un enjeu, même actuellement lors des élections présidentielles, c'est toujours un enjeu, la question des logements sociaux, des HLM, tout. Et l'une des mesures phare de la gauche quand elle était au pouvoir, c'était d'obliger toutes les mairies, et notamment les plus riches, les municipalités les plus riches, à construire des logements sociaux. Et l'objectif derrière, c'est quoi? C'est la mixité sociale. Pour qu'on n'ait pas de quartiers riches et des quartiers pauvres. Parce que c'est ça une société. Et donc, ce qui s'est passé, comme on l'a vu, c'est que depuis les années 90, ça s'est complètement effondré, on a vu cette courbe-là. Et que, donc, non seulement les opérateurs publics ne construisent plus, mais en plus, ils privilégient des logements économiques et au standing. Donc, ils ne s'adressent même pas à la population qui est dans le besoin. Pourquoi? Parce que c'est dans un souci de rentabilité économique.
est-ce qu'on peut blâmer la SNIT et la SPROLS? Alors la SPROLS, c'est une société qui appartient aux caisses sociales, à la CNSS. Et donc, son intervention est très modeste et elle est réservée, encore une fois, aux salariés du secteur formel, parce que ce sont eux qui ont accès à la CNSS. Mais de toute façon, son intervention est dérisoire. Donc ces opérateurs publics-là, ils ont adopté eux-mêmes la logique de rentabilité économique. Et pourquoi? Tout simplement pour boucler leur budget. Parce que l'État ne joue plus son rôle en finançant la politique de logement. Et donc les opérateurs publics, qui devaient ne pas réfléchir en termes de rentabilité, mais en termes de droit au logement, eh ben, eux aussi se convertissent à la logique de profit. Donc, l'État s'est retiré et ne construit plus des logements sociaux. On a cru remplacer le rôle de l'État par une politique d'encouragement du secteur privé, dans les années 90 notamment, à travers des incitations fiscales. On va encourager le secteur privé à construire des logements sociaux, non pas des logements ostendiques, etc., mais des logements sociaux. Et l'État va financer ça en quelque sorte par des incitations fiscales. Le bilan est très maigre, parce qu'on parle de quelques centaines de logements par an, alors que nous avons une demande de 10 000 logements sociaux par an. Donc 400, c'est encore une fois rien du tout. Après la Révolution, il y a quand même eu une petite prise de conscience quant au droit au logement. Et en 2012, il y a eu un programme de logements sociaux avec objectif 30 000 logements et lots. Donc soit des logements, soit des lots, parce qu'encore une fois, le problème, c'est les terrains. Voici les chiffres, les résultats. Alors, il y a deux phases. Donc, une première phase de 10 000 logements et une deuxième phase de 20 000 logements et lots. La première phase est presque terminée. Il y a plus de 9 000 familles qui ont bénéficié, mais ça, c'est récemment, c'est en 2019. Donc, il a fallu 7 ans pour que la première phase se concrétise. Et bien, pour la deuxième phase, donc, ce qui était prévu, c'était 20 000 logements sociaux. Ce qui était programmé, déjà, c'était 13 000 logements. Donc, on a revu à la baisse l'objectif. Et ce qui a été réalisé, c'est seulement 4 000 logements. Ça, donc ça devait être en 2012-2013, et bien ça, c'est le résultat maintenant, 10 ans après. Et surtout, quand on compare ça à la demande, on voit qu'est-ce que ça représente. Parce que ce programme-là des logements sociaux, donc ils ont ouvert le droit aux gens, aux ayants droit, aux gens qui nécessitent des logements sociaux à déposer leurs demandes, et bien il y a eu 234 000 demandes. Vous voyez la différence. Il y a quand même un autre volet très important qui est le marché locatif. Malheureusement, en Tunisie, on a tendance à considérer le droit au logement seulement selon le prisme du droit, de la propriété du logement. Alors qu'il n'y a presque pas de pays au monde où tout le monde est propriétaire. Donc, il y a toujours une part de la population qui est dans la location, qui est dans le marché locatif, notamment d'ailleurs les étudiants. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ressentent ça quotidiennement. Alors, le problème dans la location, c'est que il n'y a pas de loi qui organise ça, ce qui est insensé. La Tunisie est l'un des rares pays au monde à ne pas encadrer la location. Nous avons une loi de 1976, il y a eu à l'époque une petite crise de logement, qui garantissait le droit au maintien. Pourquoi on fait une loi? Principalement pour le droit au maintien. Le droit au maintien, c'est-à-dire la famille locataire, il ne faut pas qu'elle puisse être expulsée facilement, c'est-à-dire que le moindre mois qui n'est pas payé, ou simplement parce que le propriétaire a changé d'idée et veut vendre son logement, et ben une famille qui habite là depuis des années se trouve expulsée. C'est tout à fait contraire au droit au logement. Et pour garantir ce droit au maintien, il faut une loi. On n'en a pas. On a une loi qui est applicable seulement, donc le droit au maintien, ce droit au maintien-là, il est applicable seulement aux contrats conclus avant 78. Donc autant dire que la majeure partie des contrats de location actuels ne sont pas du tout couverts par la loi. Ce qui est aussi frappant, c'est que depuis 2011, il n'y a pas eu une seule proposition législative dans ce sens. Alors que c'est tellement choquant que, normalement, un bloc parlementaire, non, ne parlons même pas du pouvoir exécutif, mais il devait y avoir quand même une petite pensée à la question de la location, et bien personne ne l'a fait. Et puis il y a autre chose.
on n'a pas, donc, bien sûr, tant qu'on n'a pas une loi qui organise la location, on n'a pas non plus d'encadrement des loyers. Qu'est-ce que ça veut dire l'encadrement des loyers? Ça veut dire que l'État va jouer son rôle pour limiter les prix du loyer, pour rendre ça accessible au plus grand nombre. Eh bien, on ne l'a pas en Tunisie. Et donc, ça fait que c'est la loi du marché qui prévaut. Alors, pourtant, on va le voir, la plupart des pays de l'OCDE, ce n'est pas des pays spécialement à gauche, encore moins socialistes ou communistes, c'est des pays en majorité libéraux, ils ont quand même un encadrement des loyers. Parce que c'est une obligation pour l'État, pour garantir que les gens puissent accéder. On va voir par la suite la carte. On va la voir tout de suite. Et donc, voilà, donc, en rouge, c'est des pays qui ont un encadrement strict des loyers. Donc, l'État fixe un maximum que le loyer ne doit pas dépasser. Bien sûr, selon la zone, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, vous avez la France, l'Allemagne, la Suède, l'Irlande, etc. Et puis, il y a en orange, c'est pas un encadrement strict, mais c'est une modération. Donc, l'État va prendre des mesures pour non pas encadrer strictement en mettant un maximum de loyer, mais on va quand même prendre une série de mesures pour modérer les loyers. Eh bien, la plupart des pays le font. Seul, en tout cas dans les principaux pays européens, seule la Grande-Bretagne ne fait rien quant au marché locatif. Qu'est-ce que ça fait donc en Tunisie? Rappelons-nous encore une fois du nombre de logements vacants. Nous avons encore une fois près de 600 000 logements vacants. Donc normalement, selon la loi de l'offre et de la demande, ça devait donner une baisse des prix, parce qu'il y a des logements vacants. Eh bien non, pourquoi? Parce que pour le logement en Tunisie, la loi de l'offre et de la demande fonctionne à sens unique. C'est-à-dire que quand il y a plus de demandes, les prix augmentent. Quand il y a de l'offre, les prix ne baissent pas. On va voir pourquoi. Parce que nous avons un instrument essentiel, et ça c'était donc l'objet de ma réflexion de départ dans l'article, qu'on n'est pas du tout en train d'utiliser, qui est l'instrument fiscal. Pourquoi les gens ne louent pas et ne vendent pas les logements vacants? Les logements vacants, ils appartiennent à des gens, à des familles, qui préfèrent les laisser comme ça, vacants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne perdent rien en les laissant vacants. Et ça, c'est le rôle de la fiscalité. Parce qu'en Tunisie, on n'a presque pas d'impôt sur le capital. Quand on dit impôt sur le capital, ça ne vise pas l'activité économique, ce n'est pas le capital économique. Alors, pour dire les choses simplement, l'imposition, ça frappe soit le revenu, un individu, une société, etc. Donc le revenu, les bénéfices, soit la dépense, TVA, en achetant quelque chose, donc on paie de l'impôt, soit le capital, c'est-à-dire le patrimoine, ce qu'on possède. Donc ce n'est pas le revenu, ni la dépense, mais ce qu'on possède. L'imposition du capital, de ce qu'on possède, est presque absente en Tunisie. Il y a des impôts locaux, la TIB, la TNB, Zibla ou Kharouba, qui sont dérisoires, mais même pas payés d'ailleurs. Non seulement les montants sont dérisoires, mais en plus, on ne les paye même pas. Alors, ce qu'on fait en Tunisie, c'est que, donc justement, la TIB et la TNB, la taxe sur les immeubles non bâtis, donc TIB c'est les immeubles bâtis, et la TNB c'est la taxe sur les immeubles non bâtis, les terrains. Eh bien, elle n'est pas payée. Les chiffres sont choquants. Et quand est-ce qu'on paye la TIB et la TNB? C'est lors des amnisties fiscales. Donc, une fois tous les 5 ans, 6 ans, 10 ans, il y a une amnistie fiscale, on va payer. Et surtout, quand on vend un terrain ou un logement, et donc ça doit être régularisé, et qu'on a quand même gagné beaucoup d'argent en le vendant, eh ben, on va payer la taxe, qui est, encore une fois, tout à fait dérisoire. C'est-à-dire, même si elle était payée, elle n'a aucun effet. Ce qui est fiscalisé, c'est la transmission de propriété. La vente, par exemple. Mais là encore, on voit comment l'instrument fiscal est totalement à côté de la plaque. On encourage la rétention foncière. La rétention, encore une fois, c'est le fait de laisser le terrain des dizaines d'années en attendant que son prix augmente, etc. Pourquoi on encourage la rétention? Parce que donc, cette TVA qu'on paie lors de la vente immobilière, eh ben, le taux il baisse de moitié si la vente a lieu après plus de 10 ans. Et donc on va encourager les gens, les propriétaires de terrains et d'immeubles, à ne pas vendre les 10 premières années.
Alors, bien sûr, l'objectif de départ, c'était de lutter contre la spéculation, parce qu'il y a un autre phénomène qui est ceux qui achètent pour revendre plus cher, etc. Mais ça a donné que, voilà, on encourage encore plus les gens à garder au moins 10 ans le terrain qu'ils ont acheté. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'imposition annuelle, parce que c'est ça un impôt. J'ai un capital, un patrimoine, normalement, je dois payer chaque année un impôt sur ce capital-là. Eh bien, ce n'est pas le cas en Tunisie. Et donc, ça favorise la rétention foncière et les logements vacants, puisque il n'y a absolument pas pourquoi louer ou vendre sa propriété. Il y a eu quand même une tentative en 2014, qui était assez modeste encore une fois, les taux étaient dérisoires, mais quand même c'était une tentative pour fiscaliser les logements secondaires et les terrains secondaires, etc. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas exploités économiquement et qui ne servent pas d'habitation principale. Eh bien, encore une fois, pour voir l'état d'esprit, c'était la loi de finances 2014. Il y a eu la loi de finances complémentaire, on a tout de suite abrogé ça. Donc on n'a même pas appliqué. Pourquoi ? La justification est encore frappante. On a justifié la suppression parce qu'il y avait un projet d'impôt sur les fortunes. Et donc, il n'y a pas besoin de faire un impôt foncier parce qu'il y a l'impôt sur la fortune, alors que, bien sûr, il n'y a jamais eu de projet d'impôt sur la fortune, mais c'était une façon pour justifier la suppression de ce petit impôt-là. Alors, s'il y avait un impôt foncier annuel, donc comme je viens de le dire, donc ça doit viser les terrains non exploités économiquement, donc ça ne vise pas les terrains agricoles, etc., les terrains non exploités, et les logements en dehors de l'habitation principale. Quelle est la conséquence ? Ça aurait été pousser les propriétaires à vendre ou à louer. C'était lutter contre ces logements vides, c'était agir sur la loi de l'offre et de la demande. Et puis, autre chose, en tout cas, c'est ce que j'ai proposé, on pouvait aussi utiliser le rendement de cet impôt. Donc, on va créer un impôt. Donc, non seulement il y a l'effet économique qui est d'encourager les gens à vendre et à louer, mais en plus, il y a un effet financier, l'État va recouvrir des recettes. Eh bien, ce que j'ai proposé, c'est que ce rendement-là, ça ne va pas être aux dépens du budget de l'État, parce que c'est un nouvel impôt. Donc, l'argument de voilà, la difficulté des finances publiques, etc., ne peut pas nous être opposé, parce que c'est un impôt nouveau qu'on voit, donc c'est des recettes nouvelles. L'idée était de les réserver aux logements sociaux. Parce que comme ça, puisque l'État ne veut plus investir dans les logements sociaux parce qu'il n'a pas d'argent, et les opérateurs publics, bien sûr, puisque l'État ne subventionne pas, s'orientent dans une logique de rentabilité, dans une logique de privé, eh bien la solution, créer un impôt pour avoir cet argent-là et le dépenser dans les logements sociaux. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'actuellement, l'État recouvre plus d'impôts du secteur immobilier, de l'immobilier, qu'il n'en dépense dans le droit au logement. Donc, en fait, l'État considère la question du logement comme une variable d'ajustement dans le budget à travers laquelle il va faire des bénéfices. Alors que normalement, c'est un service public, c'est un droit. Donc, l'État doit dépenser pour le mettre en œuvre. Quelques mots pour conclure. Donc, l'instrument fiscal, ça montre une chose, c'est que ce n'était pas du tout la contrainte financière qui a fait ça, qui a donné ces politiques-là. Non, c'était un choix politique. Parce que la réponse à la contrainte financière, c'est l'impôt. On pouvait facilement créer un impôt, non seulement pour financer ça, mais en plus pour agir sur la loi de l'offre et de la demande. On ne l'a pas fait parce que toute politique, il faut retenir ça, toute politique, c'est un arbitrage entre les intérêts des différents groupes sociaux. C'est ça une politique. L'arbitrage en Tunisie est dans l'intérêt d'un certain groupe social. Donc c'est une politique suivie depuis la fin des années 80, depuis le plan d'ajustement structurel, au nom de la libéralisation. Et ça a fait que le droit au logement dépend directement de la rentabilité économique. Et donc, ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas bénéficier du droit au logement. Malheureusement, l'expérience démocratique ne s'est pas du tout accompagnée d'un changement des politiques publiques. Même le programme modeste de logements sociaux, on a vu le résultat. Et donc, voilà, le dernier mot, c'est qu'il faut toujours se rappeler que le logement, ce n'est pas une marchandise, c'est un droit humain. Voilà. Merci. Je vous remercie.